Il y a un certain nombre de jeux parmi les Horror RPG Maker qui ont permis la définition du genre en ajoutant leur pierre à l'édifice. On peut noter Humaniki pour l'univers mystérieux et l'ambiance lugubre, Corpse Party pour le gore et la brutalité, ou encore Aoani pour les phases de poursuite. Tous ces éléments rassemblés permettent de donner des caractéristiques types au genre du Horror RPG Maker, et il y a surtout une année en particulier où bon nombre de jeux cochant ces cases sont sortis. L'année 2012. On peut citer The Crooked Man, Matt Phaser, Ib, et tout particulièrement inspiré par ce dernier, The Witch's House. La première version de The Witch's House est sortie en octobre 2012 et est devenue rapidement un des classiques du genre. Regroupant parfaitement les codes du genre, course-poursuite, gore, jumpscare, le tout parsemé d'énigmes complexes accompagnées par une musique créant une ambiance pesante, permettant la narration d'une histoire mystérieuse et surprenante, Fumi, le créateur du jeu, a su produire une œuvre qui, encore aujourd'hui, est véritablement culte et passionnante. Il publiera même un manga, étant un préquel au jeu, qui apporte énormément d'informations sur le lore. Rempli de petits détails, de bribes d'histoires cachées, le tout enveloppé dans une ambiance lourde, je vais vous raconter l'histoire et les secrets de ce grand jeu qu'est The Witch's House. The Witch's House s'ouvre sur une jeune fille blonde, se réveillant dans un bosquet baigné de lumière. La fillette, se nommant Viola, et étant âgée de 13 ans, se trouve perdue en ce lieu et doit trouver un moyen de rentrer chez elle. Elle remarque un panneau indiquant une sortie au sud, ainsi qu'une étrange maison dont le nom du propriétaire est illisible. Plus bas se trouve un mystérieux chat noir debout sur une souche d'arbre. Il se met à parler et explique que les humains ne devraient pas être ici, que l'endroit est dangereux. Viola part donc vers le sud, mais sa route est très vite bloquée par un buisson de roses aiguisé, l'empêchant de sortir du bosquet. En explorant les environs, elle trouve une machette plantée dans un tronc. Elle s'empresse donc afin de l'utiliser pour tailler le buisson et se frayer un passage, mais ce n'est pas si simple, et les roses ne bougent pas d'un piquant. Ainsi, Viola part vers le nord en quête d'un nouveau chemin. Un autre buisson, moins dense, bloque à nouveau la route de la jeune fille, qui parvient à le traverser en utilisant la machette. Un chemin mène à une maison pour le moins étrange. Le chat noir est à nouveau là, assis sur une souche, demandant si la sortie est bloquée. C'est à ce moment-là que la porte de la maison s'ouvre, invitant la jeune fille à y entrer. L'endroit est sombre, l'ambiance y est pesante. Malgré la grande taille de la demeure, seule une porte unique permet de progresser. Derrière cette porte se trouve une salle disposant de rien d'autre qu'une note, accrochée au mur face à l'entrée. Viola s'avance droit devant elle pour la récupérer et marche sur une flaque de sang. Witch's House est le genre de jeu où la mort est omniprésente. Le moindre faux pas résultera en une dead-end brutale. Viola recharge la sauvegarde et évite de marcher sur la flaque de sang, et atteint la note. Viens dans ma chambre. La note s'adresse directement à elle. Quiconque possède cette demeure est au courant de la présence de la jeune fille. Pire encore, elle l'empêche de partir. En sortant de la pièce, on est étonné de voir que la porte par laquelle nous venons a complètement disparu, ne laissant qu'un mur simple. Même le chat noir est surpris et ne comprend pas d'où Viola vient. La porte permettant de progresser dans la maison est verrouillée. Dans une des pièces se trouve un panier avec un ourson en peluche. Une note indique de mettre les oursons dans le panier. Dans la pièce tout au nord se trouve un journal, celui de la sorcière. On y apprend qu'elle était malade, que personne ne jouait avec elle et que ses parents ne l'aimaient pas. À côté, il y a une étrange armoire, avec une mention indiquant qu'elle s'ouvrira lorsque la maison sera retournée à la normale. Pile en face, il y a un ourson en peluche. Viola le ramasse et tente de le faire entrer dans le panier, mais ses pattes dépassent. Elle décide alors de les lui couper en utilisant les ciseaux enchaînés à une table. Mais alors qu'elle le découpe, un bruit de chair répugnant se fait entendre, et la table finit entachée de sang. L'ourson en peluche est maintenant démembré. Subitement, une empreinte de pas sanglante vient imprégner le mur, suivie d'un coup de vent éteignant toutes les bougies. Viola place l'ourson démembré dans le panier, ce qui a pour effet de déclencher un bruit de serrure. Mais alors qu'elle ressort vers la pièce principale, le panier s'avance derrière elle. Le silence du hall est interrompu par un pot se brisant, surprenant une nouvelle fois le joueur. Alors que Viola se déplace prudemment vers l'ouest de la maison, apparaît subitement un ourson en peluche disproportionné qui pourchasse la jeune fille et la dévore brutalement.
Ce passage est un excellent exemple de jumpscare, étant à la fois efficace et amené de la bonne manière. Car le jumpscare est un véritable art, une technique de frayeur difficile à maîtriser et qui, depuis quelques décennies, est utilisée que d'une manière surprenante, accompagnée d'un cri bruyant. Mais un bon jumpscare se doit de se composer de 3 moments, 3 passages clés permettant de le rendre efficace. Le premier est ce que j'appelle l'amorce, le moment où la situation sort de la normalité et où la tension monte. Cela peut être un bruit, ou dans notre cas, une lumière qui se coupe, une empreinte qui apparaît, ou encore un pot se brisant. Le second élément est la résolution. Le premier événement est calmé, il est désamorcé, et la tension redescend. Le spectateur ou le joueur relâche son attention, car rien ne s'est passé. Il s'agit juste de bougies qui s'éteignaient, et pendant que le joueur réfléchit aux causes de son stress, la conséquence vient le frapper de plein fouet, le surprenant et le faisant paniquer. J'appelle cette troisième et dernière étape la chute, ou la conséquence. Il s'agit du véritable moment d'attaque qui a été amené par les phases d'ambiance et où la peur laisse place à la panique, qui reste ensuite un petit temps. A noter qu'il est tout à fait possible qu'un jumpscare ne soit qu'en 2 étapes, la seconde phase de résolution étant mise de côté, pour prolonger une phase d'amorce d'ambiance beaucoup plus longue et conséquente. Je trouve que ce jumpscare est un des meilleurs possibles, car il est amené d'une façon parfaite, et toutes les phases sont très rapides, laissant peu de place à la réflexion, et conditionnant directement le joueur quant à son approche du jeu. Il est nécessaire de réagir vite, très vite, si l'on veut survivre et pouvoir progresser. Après cet événement intense, Viola arrive face à la porte désormais déverrouillée, et alors qu'elle commence à l'ouvrir, les membres sectionnés de l'ourson tombent, elle les récupère donc. La pièce suivante est une grande salle à dîner, avec une note posée sur la table indiquant de tester la soupe. Un bol contenant une soupe est justement présenté sur la table. Si malgré les avertissements Viola goûte la soupe, un bruit de serrure se fera entendre, indiquant qu'une prochaine porte vient d'être déverrouillée. Mais alors que la jeune fille se déplace péniblement pour atteindre sa prochaine étape, elle se mettra à cracher du sang, avant de s'effondrer des effets du poison. La clé est le poison, mais il faut trouver comment l'utiliser. Une autre note se trouve sur la porte au nord, précisant que le chef est occupé et qu'il a besoin d'un coup de main. En empruntant la porte, Viola se trouve dans une cuisine sale, obscure et infestée de cafards. Mais le plus choquant encore est le chef, ou plutôt sa non-forme physique, puisque l'on ne perçoit seulement une silhouette donnant des coups de couteau sur une planche de découpe. En lui parlant et lui proposant de lui donner un coup de main, la silhouette prendra cela de façon littérale, attrapant le bras de la jeune fille et le lui tranchant, déclarant qu'il avait justement besoin d'une main. La solution est donc de lui donner les membres de l'ourson, en échange de quoi il donnera une clé en argent à Viola, qui s'empressera de l'insérer dans la porte située à droite. Malheureusement, la clé ne rentre pas, et cela n'aura pour effet que de faire arriver une nuée de cafards. Viola retourne donc face à la soupe empoisonnée et plongera la clé dedans, la voyant rouillée avant de disparaître. Mystérieusement, le bruit de serrure se fait entendre, déverrouillant la porte. Viola progresse donc et grimpe des escaliers la menant au 2e étage, mais elle ne semble pas être seule. Une silhouette diaphane d'une jeune fille aux cheveux violets la devance. Mais curieusement, arrivée à l'étage, la jeune fille semble avoir disparu. Si vous étiez assez attentif, il est possible que vous ayez aperçu subtilement cette même silhouette dans la toute première pièce mortelle du jeu, semblant observer Viola, tandis qu'elle approche une mort certaine. En pénétrant dans la première pièce, on y trouve une note indiquant que l'araignée est daltonienne. Plus à l'est se trouve un fastueux papillon piégé dans une grotesque toile. Viola le récupère puis retourne vers la sortie, mais la porte ne bouge pas, semblant bloquée. Un bruit inquiétant se fait entendre, et alors que la demoiselle rebrousse chemin, une imposante et répugnante araignée lui fonce dessus, la maintient de ses longues pattes et lui dévore la tête dans un spectacle grotesque et sanglant. Là aussi, le jumpscare est efficace. Il est donc vital de ne pas récupérer le papillon de suite. En fouillant les tonneaux présents, Viola parvient à trouver une corde. Cette corde pourra être donnée à un étrange fantôme dans une bibliothèque, qui donnera à Viola un livre appelé le Livre de la Mort. Plusieurs livres sont lisibles, apportant du lore, et l'un est tout particulièrement intéressant. On y apprend qu'une maison a pris feu, emportant dans les flammes un couple. Mais ce n'est pas l'incendie qui les a tués. En effet, ils ont été auparavant poignardés. Plus étrange encore est la disparition de leur fille, Hélène, âgée de 7 ans. Un autre livre annonce que dans la maison de la sorcière, les portes ne s'ouvrent pas via des clés. Ainsi, la progression se fait par la résolution d'énigmes, ce qui apporte un côté plus varié et recherché. Viola ressort et se fait surprendre par l'armure qui se déplace, et accède à la pièce du bas, où se trouve un papillon enfermé dans une vitrine.
Une armoire est visible, où un livre manque justement. Viola doit donc placer le livre de la mort, tout en faisant bien attention à ne pas le lire, sous peine de pleurer du sang et de succomber. Placer le livre permettra d'ouvrir la vitrine, donnant accès au papillon, mais libérant par la même occasion un crâne qui était enfermé avec. Cette deuxième course-poursuite est assez surprenante et efficace. Viola peut maintenant remplacer le papillon doré piégé dans la toile par le bleu qu'elle vient de récupérer, et une fois sorti de la pièce, le papillon s'envole. En partant vers l'ouest, on remarque que la porte de la bibliothèque est entr'ouverte. En entrant, on assiste à une scène malsaine, où le fantôme s'est pendu avec la corde que Viola lui a donnée. Quoi qu'il en soit, la porte est désormais déverrouillée, nous permettant de progresser à l'étage. Un long couloir de velours se dresse, d'où des dagues seront lancées face à Viola, qu'elle devra esquiver, après quoi elle arrive dans une pièce où se trouve un levier, dont l'accès se fait par un pont extrêmement fin, ne supportant pas le poids de la jeune fille. Par chance, une petite grenouille se liera d'amitié avec elle et lui activera le levier. En remontant, on se fait rapidement surprendre par la sorcière de la maison. L'énigme de la prochaine pièce est une des plus intéressantes selon moi. Le but est de faire un effet miroir des deux pièces, de sorte à ce que les deux soient identiques. On devra par exemple sortir des gâteaux, déplacer des fleurs, poser notre grenouille sur un fauteuil, ou encore déchirer la feuille indice, chose que beaucoup de joueurs à qui j'ai pu faire essayer le jeu ont tout simplement oublié de faire et été coincés bêtement. Une fois les deux pièces identiques, la porte s'ouvre, mais attention à ne pas oublier la grenouille, qui fera un petit bruit pour nous rappeler sa présence. La prochaine zone est de nouveau composée d'un couloir à dagues, mais cette fois-ci différent. En effet, il y a deux moyens de traverser cet endroit, soit en lisant la note indiquant de ne pas détourner le regard, donc de foncer à travers les dagues. Si par malheur Viola se décale pour l'éviter, elle finira piégée dans un puits sanglant avant de se faire écraser. L'autre méthode est de ne pas lire la note et de faire comme durant le couloir précédent, c'est-à-dire d'éviter les dagues, nous permettant d'accéder à une zone centrale contenant du lore sur les sorcières, les démons, et en quelque sorte sur la présence de la jeune Viola dans la maison de la sorcière. Mais je garde tout ça pour plus tard. Je tiens à préciser qu'il est nécessaire de d'abord faire en sorte d'éviter les dagues, de faire la deuxième méthode, car une fois la note lue, il ne sera plus possible d'accéder à la zone, même en rechargeant une sauvegarde. Le seul moyen est de recommencer une partie. Je tiens à faire un aparté sur la musique de cet étage, que je trouve vraiment magnifique, comme quasiment toutes les musiques du jeu, mais j'aurai l'occasion d'en reparler à un autre moment. La zone suivante est complètement silencieuse, avec une simple porte, d'où se cache derrière un serpent gigantesque affamé. Pas le choix, Viola doit faire quelque chose d'horrible pour progresser, et force la grenouille à passer au travers du Judas, se faisant dévorer par le reptile. Derrière, il ne reste plus qu'une tache de sang, et alors que Viola ouvre la porte au sud, la grenouille apparaît. Alors rapidement on fait demi-tour et... la pièce est remplacée par des viscères et des entrailles. La culpabilité est d'autant plus forte que nous avions eu l'espoir que la pauvre grenouille semblait être vivante. La prochaine énigme est composée de visages avec des bouches grandes ouvertes et des yeux soit fermés, soit ouverts. L'indice nous indique de passer par la bouche avec un seul œil ouvert, mais il n'y en a pas de présent. Il faut donc interagir avec le mur entre l'œil fermé et celui ouvert pour libérer un passage. La prochaine zone est l'une des plus particulières, le but étant d'allumer 4 bougies en faisant du bruit dans 4 pièces. Il y a ici plusieurs dead-ends dont je ne vais pas forcément parler, mais en tout cas la zone et les énigmes ne sont pas les meilleures ici. La pièce du piano se résout en récupérant une partition face à un tableau qui pourchassera Viola. La partition devra être placée sur le piano en prenant garde à ne pas en jouer, après quoi la musique sera jouée d'elle-même, faisant apparaître la clé roi. En retournant dans la zone des tableaux, il faudra frapper plusieurs fois la grosse citrouille afin de faire du bruit, activant la deuxième pièce et ouvrant la porte au-dessus, où une énigme nous sera posée. Qu'est-ce qui peut être le soleil, le sable ou l'oiseau ? Plusieurs objets présents sont de potentielles réponses, mais la bonne est l'horloge, nous donnant la clé reine. En sortant et en retournant dans la pièce, l'horloge se trouve désormais au centre. Il faut pousser une chaise jusqu'à elle afin d'y insérer la clé roi et activer les aiguilles de l'horloge, faisant du bruit dans une troisième pièce. Il ne reste plus qu'à insérer la clé reine dans la boîte à musique située dans la pièce de gauche, et désormais il y a du bruit dans 4 pièces, déverrouillant ainsi la porte au nord. La pièce est lugubre, avec une statue en son centre baignée dans une lumière lunaire. En tentant d'ouvrir la porte plus haut, la statue parlera à Viola, lui demandant si elle l'ignore, et justement le fait de l'ignorer provoquera sa mort. La statue dit avoir perdu son anneau, qu'il faut donc retrouver,
Il est possible de remarquer une fissure entre les vitraux, d'où se trouve derrière un journal de la sorcière, racontant qu'elle souffre d'une maladie l'empêchant de sortir. Viola doit maintenant retrouver l'anneau de la statue, et alors qu'elle redescend, elle entend un bruit lourd de piano se fermant brutalement, suivi de pas légers. On découvre dans la pièce la présence d'une cheminée, nous ramenant directement dans la salle à manger. Un bruit de mijotement se fait entendre, tandis que l'on remarque le théâtre étrange de cette pièce, composée de statues de marbre attablées. Toutes les portes sud sont fermées, seule la porte au nord est ouverte, indiquée par une grande flèche. Dans la cuisine se trouve une marmite, avec, semble-t-il, quelque chose à l'intérieur, étant trop chaud pour être pris à main nue. On remarque que l'étagère auparavant contre le mur est désormais légèrement décalée au centre, révélant une porte cachée. Et l'on comprend pourquoi elle était cachée, car derrière la porte se trouve une réserve gore, jonchée de squelettes baignant dans une mare de chair et de sang, contraignant la progression de la jeune fille en robe blanche. On trouve parmi les cadavres des baguettes coincées entre deux côtes, permettant ainsi de récupérer l'anneau qui bouillonnait dans la marmite. Un petit squelette apparaît face à la vitre, nous laissant même une note ordonnant de remettre les baguettes là où Viola les a trouvées. Il est donc nécessaire de se rappeler exactement dans quelle partie du cadavre elles étaient, sous peine de rencontrer à nouveau le cuisinier, qui n'hésitera pas à trancher la jeune fille. De même que lorsqu'elle quitte la pièce après avoir bien replacé les baguettes, un compte à rebours se lancera, et si Viola prend trop de temps à traverser la cheminée, elle se fera à nouveau trancher par le cuisinier. Une fois remontée, Viola peut rapporter l'anneau à la statue, ce qui lui permettra de progresser sans crainte pour sa vie, mais seulement la sienne, car à peine la porte franchie, qu'un bruit se fera entendre derrière elle. En faisant demi-tour, elle retrouvera la statue coupée en deux, ensanglantée, se mouvant légèrement dans un ultime effort. Viola monte jusqu'à l'étage et accède à un long couloir vitré digne d'un château. Tandis qu'elle avance sur le long tapis rouge, surgira à travers l'une des vitres une créature rampante, attaquant Viola. Par chance, l'entité fantomatique que l'on pensait être la sorcière apparaît pour protéger la jeune fille. Se pourrait-il qu'elle protège Viola ? Mais une chose est troublante, les deux entités sont identiques. Pourquoi l'une serait bonne tandis que l'autre mauvaise ? Quoi qu'il en soit, Viola accède à la prochaine zone, composée d'une énigme avec des poupées de couleurs différentes, qu'il faudra simplement placer sur les piédestaux associés à leurs couleurs. La porte mène à un somptueux jardin, dont la musique d'ambiance est tout aussi envoûtante. Le chat noir est posé sur un banc et nous annonce qu'il s'agit du dernier étage. Dans ce jardin se trouvent 3 passages, dont celui du nord qui est bloqué par des plantes, accompagné d'une note indiquant que l'oiseau mange la verdure. En entrant dans la pièce à l'ouest, nous retrouvons 4 plantes jaunes attablées, exprimant leur souhait de voir la fleur blanche se faire X, en échange de leur pollen. Un message rouge sang apparaîtra contre le mur, indiquant que X la fleur tuera Viola par la même occasion. Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de X quelque chose, toujours dans un contexte morbide. On peut donc supposer sans risque que X signifie tuer. En fouillant dans l'un des tiroirs, on y découvre quelque chose d'étrange, un crâne. Mais plus malsain encore est une des entrées du journal de la sorcière, racontant qu'une fille est venue jouer, une jolie fille avec des tresses blondes. La sorcière mentionne directement Viola. Le ton est d'autant plus lugubre que l'écriture du journal est d'un rouge sang. Une dernière pièce se trouve en bas, mais il est impossible d'y progresser, étant plongé dans le noir absolu. En se dirigeant vers le côté est, Viola arrive dans un étrange endroit semblant être une prison, ce qui est confirmé par la présence d'un prisonnier nous demandant des médicaments. Un livre est aussi disposé sur la table, parlant des différentes fleurs, les blanches étant les plus belles, les jaunes ayant un mauvais caractère mais possédant un pollen aux propriétés curatives ou à l'inverse létales, et pour finir les fleurs rouges, décrites comme des menteuses. Viola rencontre justement ces plantes rouges qui lui expliquent comment on X la fleur blanche, mais chacune à sa manière, et leur nature menteuse complique la chose. En ressortant vers le jardin, un crâne sera bizarrement posé sur une chaise. Il faut maintenant tenter de X la fleur blanche en suivant les vagues instructions des fleurs rouges. Il faut pour cela choisir de casser la fleur, cette dernière succombant dans un cri d'agonie et laissant par terre ses pétales. Les fleurs jaunes sont alors satisfaites et offriront à Viola de leur pollen, de la poudre blanche. En l'apportant au prisonnier, il se précipitera contre les barreaux avant de s'énerver car ne pouvant l'utiliser sans objet précis. Les coups contre les barreaux auront pour effet de faire tomber la cage d'oiseaux posée à côté, permettant de libérer le volatile captif, libérant le passage au nord. Cette zone est risquée, dans la mesure où la pièce est empoisonnée,
tuant Viola si elle reste trop longtemps ou si elle traverse la mare violette. Un livre est posé sur une table, nous racontant l'histoire d'un chevalier squelette et nous indiquant un pattern précis. On peut aussi ramasser un troisième crâne ainsi qu'une petite bouteille vide en verre. En retournant dans la prison et en montant, on trouve un dernier crâne dans un pot, suivi d'une pièce où l'on doit disposer les crânes selon le pattern de face, gauche et droite, ce qui a pour effet d'activer un levier apportant de l'eau dans le puits proche. Mais avant d'atteindre cet endroit, Viola se fera surprendre par un crâne gigantesque qui la poursuivra dans plusieurs pièces. Une fois débarrassée, Viola peut remplir la bouteille d'eau, puis y ajouter les pétales blanches, permettant d'en faire une bouteille luminescente. Viola peut maintenant accéder à la pièce plongée dans l'obscurité totale, dans le but de trouver un objet permettant au prisonnier de fumer sa poudre. La zone est plongée dans un silence de mort. Elle est composée de longs couloirs labyrinthiques, jonchés de petites pièces. L'exploration y est compliquée, car la vue est limitée. En fouillant profondément, Viola parvient à mettre la main sur une pipe en jade. À peine la pipe en sa possession, que Viola se retourne et fait directement face à une statue malsaine. La jeune fille doit se dépêcher de s'enfuir, les statues devenant de plus en plus agressives, tout en se dégradant et se baignant de sang. Viola fait face à la dernière ligne droite, plus qu'un simple couloir à traverser avant d'être sortie de cet enfer. Mais subitement, la bouteille se brise, plongeant Viola dans le noir complet, tandis que le silence est brisé par le bruit des statues, frottant le sol dur et froid, et dont le grincement fait écho entre les murs de pierre. Appuyer sur pause ici est une mauvaise idée. À la place du visage calme de Viola, se trouve maintenant une version pervertie, semblant totalement folle, complètement rouge, et arborant un sourire angoissant, surplombé par deux yeux complètement vides. La jeune fille semble atteindre ses limites. Par chance, elle parvient à sortir et peut maintenant apporter la pipe au prisonnier. Viola jettera l'objet dans la cellule, ce qui fera disparaître la personne, satisfaite d'avoir retrouvé son bien personnel. La cellule à côté s'ouvrira subitement, laissant sortir la personne qui y était auparavant enfermée. Une note rouge apparaît alors, son auteur croyant avoir suffisamment bien caché un objet. Dans la cellule se trouve un drap, cachant des chaussures d'un rouge cramoisi qu'il faut nettoyer au puits, le polluant de sang. Il est nécessaire de les nettoyer car les enfiler aura pour effet de décapiter Viola, laissant le reste de son corps libre de ses mouvements, ce qui fait écho à la silhouette fantomatique de la sorcière vue juste précédemment. Les chaussures lavées se révèlent être en verre et permettent de traverser le poison. La jeune fille peut donc se diriger vers la pièce remplie de poison, mais alors qu'elle descend pour sortir de la prison, la chaise tremble. Elle l'avait déjà fait auparavant. Mais cette fois-ci surgit à nouveau le crâne gigantesque. Une fois la pièce atteinte et les chaussures enfilées, Viola peut traverser la rive de poison, tout en prenant soin d'éviter les cadavres tombant du plafond, qui ressemblent de façon déroutante à Viola elle-même. De l'autre côté, les chaussures se brisent, bloquant notre retour en arrière. Derrière la porte, on retrouve un genre de jardin, avec un bureau présentant un journal de la sorcière, racontant qu'elle ne l'a pas X, car elle va la sauver de sa maladie, qu'elle va devenir son amie. Le chat nous posera d'ailleurs la question sur ce qu'est un ami, comme s'il connaissait le contenu du journal. On peut supposer sans trop de risque que l'amie en question est Viola. Viola était donc amie avec la sorcière, mais alors pourquoi cherche-t-elle à l'éliminer désormais ? Quoi qu'il en soit, la pièce du haut nous permet d'accéder à une réserve remplie d'armoires, contenant plusieurs objets différents, tels que des pommades, des pansements ou des gouttes pour les yeux. Le fantôme de la sorcière semble ranger quelque chose dans l'une de ces armoires. En l'examinant, on y découvre une jolie petite bouteille, qui va permettre à Viola de faire faner les roses, l'empêchant de s'enfuir. Le but est atteint, il ne lui reste plus qu'à sortir de la maison maintenant. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car à peine elle fera demi-tour, qu'une tête de poupée brisera l'une des vitres, avant de rameuter de gros yeux étranges qui dévoreront Viola. Si jusque-là la plupart des ennemis n'étaient pas vraiment un problème, je dois avouer que le pattern de ceux-ci est assez frustrant, bougeant dans tous les sens subitement. Le meilleur moyen est de directement foncer vers le nord, vers les ennemis, ce qui est assez contre-intuitif. Le jardin qui auparavant était d'un joli vert vivant et accompagné d'une musique envoûtante, se retrouve maintenant cramoisi et plongé dans le silence. L'eau y est maintenant saine, nous permettant d'accéder à la pièce de droite où l'on trouve le corps de la poupée violette. En retournant dans le grand jardin, celui-ci est aussi cramoisi, toute vie ayant quitté les lieux. Les plantes y sont fanées, les rouges sont même pendues, et l'une des jaunes se fait dévorer par un horloge. Mais ce qui est encore plus troublant,
ce sont les descriptions sur les barreaux des prisons. Sur celle du prisonnier fumeur, on peut y lire « Mon père faisait comme si je n'existais pas », tandis que sur la première, on peut y lire « Ma mère a essayé de m'abandonner ». Cette dernière note est marquée sur la cellule du prisonnier qui s'est libéré tout seul et qui est parti sans que l'on sache qui c'est, comme si elle essayait de s'éclipser discrètement de la manière que ferait une mère voulant abandonner son enfant. Ne tentez pas de vous aventurer trop loin, car si toute vie a disparu, la mort, elle, reste présente, et par 2 fois même. Je dois dire que ce jumpscare a eu beaucoup d'effet sur moi. Connaissant le jeu depuis des années et l'ayant fait des dizaines de fois, c'est la toute première fois que je me prenais ce jumpscare, ce qui m'a vraiment fait sursauter. Viola arrive maintenant dans la zone des poupées et assemble la violette, puis la place sur son piédestal, libérant un passage secret. Il est intéressant de noter qu'il n'est pas nécessaire de prendre le passage directement, il est tout à fait possible de faire demi-tour et de se balader librement dans tous les étages du manoir pour y écouter les différentes musiques ou voir l'évolution des lieux. On y découvre entre autres que l'eau du puits activée par le levier provient du bassin des grenouilles, ce qui apporte un peu de réalisme au jeu ainsi que de la liberté, car il est assez rare de pouvoir se balader aussi librement dans un Horror RPG Maker, c'est un détail appréciable. Bref, traversons ce passage secret, ce trou, nous menant dans un étrange couloir, au bout duquel se dresse une porte avec une note disant simplement « Viens dans ma chambre ». Viola s'exécute, monte un escalier qui devient de plus en plus lumineux, révélant la douce lumière du jour oubliée par toute l'obscurité et la violence de la maison, et suit un long couloir. Et au bout se trouve le corps du chat noir, sans vie. Une dernière porte est présente, la chambre de la sorcière. L'ambiance y est pesante, la pièce est obscure, tachée de sang, en particulier au niveau du lit, se trouvant au beau milieu de la pièce. Quelque chose de grave, de très grave, s'y est déroulé. Un livre est ouvert sur le bureau, le dernier journal de la sorcière, annonçant qu'elle va mourir de sa maladie et que pour cette raison, elle a décidé de prendre son corps. Le corps de son ami, venu aujourd'hui pour jouer avec elle, le corps de Viola. Surgit alors la sorcière sans jambes, blasphémant des paroles indescriptibles avant de pourchasser la jeune fille, usant de ses derniers pouvoirs en une ultime tentative pour entraver sa fuite afin de lui voler son corps. Elle traverse les différents étages et pièces et miraculeusement parvient à s'échapper. La jeune fille blonde se retrouve seule dans la nuit tandis qu'elle court. Elle tombe alors sur une lettre, la partie manquante de celle que lui a confiée son père, exprimant ses craintes vis-à-vis de rumeurs parlant d'une sorcière vivant dans la forêt où vit justement son amie, qui s'appelle Hélène. Et alors que l'on regarde le panneau se trouvant juste à côté, il indique que la maison appartient à Hélène. La sorcière s'appelle Hélène. La jeune fille utilise la jolie bouteille sur les roses afin de les faire disparaître, et court jusqu'à trouver un homme, son père, qui était parti à sa recherche. Mais alors qu'il range son fusil, serein d'avoir retrouvé sa fille, l'ambiance vire au noir et à la pluie. La sorcière rampante est à nouveau là, psalmodiant ses paroles incompréhensibles. Sans hésiter, le père de Viola tire sur le corps rampant, l'éliminant définitivement. La jeune fille se retourne une dernière fois avant de suivre le père pour rentrer chez lui. Tout est bien qui finit bien, ou du moins c'est ce que l'on croit. Rappelez-vous, tout au début du jeu, dans la pièce où se trouve l'ours en peluche, il y avait une armoire avec une inscription indiquant de venir quand la maison serait à son état normal, et si l'état normal serait durant la fuite. Le but maintenant est d'atteindre l'armoire tout en se faisant pourchasser par la sorcière rampante afin d'y récupérer un petit couteau, celui d'Hélène. Et alors que la jeune fille fait disparaître les roses et traverse le chemin, le temps redevient sombre et la pluie retombe, annonçant la présence de la sorcière, gémissant à nouveau, jusqu'à se faire couper la parole par la jeune fille, lui disant sur un ton froid d'abandonner avant de lui asséner un coup de pied. Elle lui dit qu'elle ne va pas tarder à mourir. On commence finalement à se rendre compte que les gémissements signifient quelque chose. On y distingue « rends-le-moi ». La jeune fille se rend compte de ses supplices et va même lui répondre à la négative, expliquant ne pas souffrir dans ce corps. Car après tout, c'est elle qui le lui a donné, c'est Viola. Cette annonce est un véritable choc. Depuis le début, nous jouions non pas Viola, mais Hélène, non pas la jeune fille perdue, mais la sorcière maléfique, ayant manipulé Viola afin qu'elle lui donne son corps l'histoire d'une journée seulement. Malheureusement, Viola était naïve, et Hélène ne souhaitait pas lui rendre son corps. La pauvre fille emprisonnée dans un corps se mourant
usa de ses dernières capacités pour empêcher la sorcière de s'enfuir avec son corps en lui bloquant le chemin avec des ronces. Mais c'était sans compter que la maison appartient à Hélène, qu'elle lui obéit et que elle seule connaît ses secrets et ses ressources. Ainsi, elle traversa tous les étages jusqu'à pouvoir récupérer une bouteille annulant les effets de la magie. Et tandis que Hélène fait son speech, elle est interrompue par l'arrivée du père de Viola. La sorcière se cache derrière le chasseur, et la pauvre fille suffocante tente alors de se débattre, suppliant son père de l'aider. Elle agonise, chaque mot est un supplice, qui sera terminé d'une cartouche, puis d'une seconde. Tirée par le fusil de son propre père, incapable de la reconnaître, incapable de comprendre ses paroles, les suppléances de sa propre fille agonisante. Hélène a eu ce qu'elle désirait, un corps en bonne santé, un père aimant, et la liberté de pouvoir se déplacer où elle le souhaite. Elle lâche alors un petit ricanement, ultime injure envers la pauvre fille qu'elle a trompée. Cette fin fait extrêmement mal. La chute est magnifique de par sa brutalité et le choc et la surprise qu'elle transmet. La scène finale est douloureuse, on ressent toute la souffrance de la pauvre Viola, l'on compatit pour elle, et surtout, l'on s'en veut d'avoir aidé durant tout ce temps une usurpatrice, l'on jouait depuis le début celle que l'on tentait de combattre, de montrer qu'elle n'était pas si puissante ni la plus maligne. Finalement, c'est Hélène qui a eu le dernier mot. Elle a eu ce qu'elle désirait, en trompant Viola, son père, et le joueur. Tout le monde est perdant, sauf la sorcière. Cette true ending annonce la fin du mode normal, débloquant le mode extra. Cette fin est bien plus complexe que les autres, car en effet, il faut finir le jeu en mode extra. Jusque-là, ça va, rien de bien compliqué, mais il y a une subtilité. Il faut finir le jeu sans parler au chat noir, c'est-à-dire sans sauvegarder. Je vous avoue que même si j'aime énormément le jeu, je me suis jamais vraiment confronté à cette fin, le mode extra ayant des pièges beaucoup trop aléatoires, d'autant plus que les contrôles et mouvements en diagonale font qu'une erreur arrive très vite. J'ai donc récupéré un gameplay sur YouTube, la source est en description. Durant cette fin, au moment d'atteindre la chambre de Hélène, où nous attend Viola, on retrouve étonnamment le chat, non pas mort, mais vivant. Il explique être déçu que nous ne soyons pas venus lui demander conseil, bien que les différentes notes soient suffisantes. Il enchaîne en disant qu'il peut toujours déceler qui est le véritable maître, peu importe dans quel corps charnel il se trouve. Il continue en disant que la magie est présente en elle et qu'elle finira par disparaître. Ainsi, il ferait mieux de partir d'ici, sous peine de se faire engloutir aussi, n'étant pas immortel. Le démon termine en souhaitant bonne chance à Hélène, sa fidèle sorcière. Après quoi il disparaît, ne laissant qu'un corps de chat inanimé. Ainsi, cela explique le corps que l'on retrouve durant une run normale, le démon étant parti de lui-même avant l'arrivée de Hélène. On peut d'ailleurs marcher dessus à plusieurs reprises, faisant disparaître son corps progressivement. La chambre est identique en tout point, sauf concernant le journal. Il raconte que Hélène est confiante envers Viola, envers sa gentillesse, et qu'elle acceptera d'échanger de corps. Elle s'amuse de la surprise qu'aura Viola lorsqu'elle sera dans ce corps qui tombe en ruine, ce corps plein de souffrance, et que ça la fera sans doute hurler et pleurer. Elle lui donnera alors un médicament qui lui brûlera la gorge pour qu'elle se taise. Elle sait qu'elle le prendra si elle lui ment, et lui dit que ça atténuera la douleur. Ainsi, elle pourra s'échapper de sa chambre et sentir la brise légère du jardin. Mais avant ça, elle doit se préparer à l'arrivée de Viola, préparer son corps. Et par préparer, Hélène veut dire s'arracher les yeux et se sectionner les jambes pour plonger la pauvre fille dans une détresse accablante, coincée dans un corps inconnu, ayant pour seul repère la douleur, sans pouvoir ni bouger, ni hurler, ni voir. Un véritable enfer. Cette fin secrète apporte surtout du lore, en l'occurrence sur le démon possédant le chat et sur la raison de l'état du corps de la sorcière. Il n'est pas seulement malade, mais mutilé, blessé, torturé. Les blessures auto-infligées par Hélène sur son propre corps fait que le temps jouait contre elle, qu'elle devait vite échanger de corps avec Viola sous peine de mourir, ce qui enchaîne avec la dernière fin. La condition urgente de Viola piégée dans le corps mourant de Hélène est montrée dans une des fins que je trouve grandiose par son ingéniosité et sa simplicité. Cette fin n'a pas de nom, étant seulement appelée par 4 tirets que l'on peut nommer par time, et s'obtient en lançant le jeu, terminant l'introduction, puis en ne touchant plus du tout à aucune touche pendant 1 heure. Il ne faut plus rien toucher, ne pas bouger pendant tout ce temps, et la fin se provoquera.
Je trouve ça vraiment génial, cette façon de montrer la fatalité qui attend Viola, à quel point Hélène a mis son corps dans un état déplorable pour ne laisser aucune chance à celle qu'elle appelait son amie. Et je trouve qu'il s'agit de la meilleure fin, du moins de la fin la plus canon entre guillemets. Car en effet, Hélène est une fille intelligente, calculatrice, elle sait ce qu'elle fait et ce qu'il ne faut pas faire. Elle sait dans quel état se trouve le nouveau corps de Viola, car c'est elle qui l'a mise dans cet état. Elle sait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne meure d'hémorragie, ne pouvant ni bouger, ni voir, ni faire quoi que ce soit d'autre qu'utiliser le peu de magie restant, qui n'a d'effet seulement dans la maison. La chose la plus intelligente est donc d'attendre, attendre que Viola meure de ses blessures. Ça ne sert à rien de risquer la vie de ce nouveau corps à traverser les pièges de la maison, étant donné qu'elle est déjà condamnée. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en réalité, Viola ne meurt pas seulement des blessures infligées par Hélène, mais elle meurt de désespoir. Le fait que Hélène ne rentre pas dans la maison la laisse dans une agonie terrible, car bien que ses blessures ne soient pas mortelles, les sorcières ne peuvent pas mourir de cause autre que de désespoir ou de malédiction. La douleur est bien présente et terrible pour la jeune fille, mais elle n'est pas fatale. Ses yeux ont été énuclés, ses jambes tranchées, sa langue arrachée et sa gorge brûlée. Elle souffre et suffoque dans une attente interminable, ne sachant pas ce qu'il se passe, ni ce qu'il va se passer. Pourquoi Hélène ne revient pas? Qu'est-ce qu'il se passe? Combien de temps ça va durer? L'attente est pire que la torture, et finalement, Viola abandonne, ne pouvant plus endurer une seconde de plus dans ce purgatoire qui est le corps mutilé de la sorcière. On apprend dans le manga qu'en réalité, Viola voulait laisser son corps à Hélène, acceptant de vouloir aider une personne qui a passé toute son existence à souffrir, mais elle a eu une vision qui la rendra folle. Elle vit Hélène possédant son corps, en train de séduire son père. Ajouter son père à l'histoire était de trop pour la jeune fille, qui parvint à utiliser le peu de magie qu'il restait dans ce corps à l'article de la mort pour empêcher l'usurpatrice de s'enfuir de son domaine. Mais c'est inutile, Hélène a et aura toujours un coup d'avance, il est futile de résister davantage. Pour pouvoir analyser correctement le monument qui est The Witch's House, il est nécessaire de comprendre l'essentiel de l'histoire. Via les différentes fins, les différentes entrées du journal, nous avons obtenu énormément d'informations. Mais il reste encore 2 endroits contenant du lore que nous n'avons pas découverts. Du moins si nous les avons découverts, sans pour autant les explorer. Pour la première, il s'agit de la zone centrale du 3e étage où se trouve le couloir aux dagues. Le but était de faire comme avant, c'est-à-dire d'éviter les dagues nous faisant face, mais pour cela il était nécessaire de ne pas lire la note. On y apprend entre autres que Hélène a tué ses parents, après quoi le démon lui est apparu et a dévoré leurs cadavres. En échange de cette offrande, il lui offra la fameuse maison dans laquelle nous nous trouvons, faisant d'elle une sorcière. Le démon lui annonce alors pouvoir lui enseigner un sort pouvant la guérir, mais en échange, elle devra lui fournir davantage de sacrifices. Les démons se nourrissent donc d'âmes humaines, âmes qu'ils ne peuvent consommer que par l'action des sorcières, ne pouvant tuer d'humains car étant incorporels. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils prennent possession d'animaux. Le chat noir fait d'ailleurs référence à différentes fins, en mentionnant qu'elle va bientôt mourir, et que donc Hélène n'avait pas besoin de retourner dans la maison. Ceci fait écho à la fin Time. Il demande aussi s'il est utile à Hélène. Si elle répond de façon négative, il expliquera qu'elle pourra très bien s'en sortir sans lui adresser la parole une seule fois, ce qui fait donc référence à la fin secrète. Une dernière note explique que les sortilèges impliquant 2 personnes sont beaucoup plus complexes à réaliser et nécessitent donc la confiance et le consentement total du partenaire, justifiant ainsi la création d'un lien fort d'amitié et de pitié entre Hélène et Viola. Enchaînons ensuite avec la seconde source d'information, le mode extra. Comme mentionné précédemment, il se débloque en obtenant la True Ending. Ce mode propose un parcours relativement différent, les énigmes étant complètement modifiées, tout comme la disposition de certains objets. La première chose que l'on remarque est la disparition de la machette de son emplacement initial. Elle est désormais localisée dans une souche d'arbre située directement à côté de là où Hélène se réveille. Il y a d'autres changements, que ce soit avec les courses-poursuites, par exemple la toute première avec le nounours, qui désormais poursuit Viola une pièce plus loin, ce qui surprend davantage étant donné que le joueur ne s'attendait pas à ce changement, ou encore l'interaction avec certains éléments auparavant sans danger, qui désormais coûteront la vie à la jeune fille. Dans ce mode, les dead ends sont beaucoup plus nombreuses et variées.
Un autre exemple de changement, le chef nous pourchassera plusieurs fois, et ce dès le début lorsque Viola lui donne les pattes d'ours. L'énigme des pièces miroirs est plus complexe, avec l'instauration d'allers-retours dans les différents étages ou pièces terminées, chose qu'il sera nécessaire de réaliser dans plusieurs étages afin de pouvoir progresser. Et en dernier changement notoire, on peut noter l'attribution de formes humaines aux plantes, ou encore la randomisation de certains endroits et pièges, comme les dagues ou les pièges dans le fleuve de poison. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont des textes modifiés du journal de la sorcière, apportant davantage d'informations. Après avoir fini le jeu, on comprend clairement la signification des X ou des L, pouvant se traduire par tuer ou Hélène. Ainsi, les différentes entrées du journal sont totalement déchiffrables. La pièce du tapis est elle aussi modifiée. On y apprend que la mère d'Hélène ne l'aimait pas et que son père l'ignorait, et pour ces raisons-là, elle les tua. Après avoir commis ces meurtres, Hélène s'enfuya et fit la rencontre du démon sous forme de chat noir. Ce dernier lui proposa une maison. La dernière note présente raconte toute la colère que Hélène ressent envers Viola et le fait qu'elle ait pitié d'elle. Alors même qu'elle atteignait son but en la manipulant, lui permettant de réaliser le sortilège d'échange de corps, Hélène méprisait Viola et souhaitait son malheur et sa mort. Et pour finir, il reste une dernière source qui est externe au jeu, le journal de la sorcière. Je ne connais que trop bien le début de ce journal que je n'ai pas écrit. Le manga The Witch's House, The Diary of Helen, est sorti en été 2017. Il est basé sur le roman sorti fin 2013 portant le même titre. Se plaçant comme une préquelle au jeu, le journal d'Hélène reprend les notes dissimulées dans le jeu et nous raconte l'histoire de la jeune fille, de son enfance troublante à sa transformation en sorcière jusqu'à sa rencontre avec Viola. On en apprend davantage sur la maladie d'Hélène, étant née malade, mais son état s'empirant de plus en plus en grandissant, allant jusqu'à l'empêcher de pouvoir se déplacer convenablement et devant être recouverte de bandages, du fait d'éruptions cutanées se déclarant sur son corps, en particulier sur le visage et les jambes. Elle connaît ainsi la couleur du ciel, la sensation du soleil sur sa peau et l'odeur de l'herbe fraîche, mais ce n'est qu'un souvenir lointain. Depuis ses 7 ans, Hélène passe tout son temps dans sa chambre, alitée, et étant dépendante de sa mère, qui doit lui changer ses bandages et la laver. Son père, quant à lui, travaille péniblement. Lorsqu'il est à la maison, il évite complètement de croiser le regard de sa fille, semblant apeuré, voire dégoûté. Mais malheureusement, sa mère aussi partage ses sentiments à son égard, trahissant par moments sa véritable nature, par son expression faciale, lorsqu'elle s'occupe de sa fille, qui craint que l'abandon de sa mère s'ajoute à l'ignorance de son père. Le point de non-retour est atteint lorsqu'un jour, Hélène remarque qu'un chat noir est décédé dans la rue. Cela lui brise le cœur et elle décide de l'enterrer. Elle s'empresse de lui rendre ses derniers hommages, puis repart chez elle, devant encore se nettoyer avant que sa mère ne rentre du travail. Le temps presse. Et tandis qu'elle réfléchit aux conséquences abominables qui pourraient lui arriver si ses parents apprenaient qu'elle était sortie, eh bien le pire arriva. Elle retrouva sa mère dans la maison, accablée par le comportement de sa fille. Hélène tente de lui expliquer, mais sa mère ne répond mot, se contentant de la nettoyer. Le pire est arrivé, et les conséquences ne se firent pas attendre. Sa mère a quitté le domicile, abandonnant fille et époux. Son père, quant à lui, se contente de s'enfermer dans son bureau, fumant à longueur de journée une substance obscure via sa pipe. Un jour, Hélène fut surprise par un bruit, celui de sa mère, récupérant des affaires. Tandis qu'elle l'enlace, elle lui demande de prendre soin de son père, de s'occuper de l'homme qui l'ignore constamment. Face à l'abandon de sa mère, au rejet et la destruction de son amour, Hélène s'empare d'un couteau et lui plante dans la mâchoire, ressortant dans la bouche en transperçant la langue, puis la poignarde de nombreuses fois. Hélène ne voyait pas sa génitrice comme sa mère, mais une femme à envier, une femme dont elle était jalouse, jalouse de l'amour que lui portait son père. Hélène la haïssait. Elle haïssait cette femme qui a osé piétiner l'amour que son mari lui portait, elle qui était désespérément en demande de cette attention. Et l'homme en question débarqua subitement. Une nouvelle fois, il ignora sa fille et courra vers sa femme. Peu importe ce qu'Hélène disait, son père n'y prêtait aucun intérêt, se contentant de pleurer sa défunte épouse. Prise de tristesse et de colère, Hélène poignarda à son tour son père. La pauvre fille éperdue, ne comprenant pas pourquoi elle ne pouvait obtenir la seule chose qu'elle désirait, des parents aimants. Tout ce qu'elle souhaitait était inatteignable du fait de sa condition et désormais du fait de ses actes. Un dernier événement vint même pour détruire totalement ses espoirs. Un courant d'air provoquant l'incendie du fumoir du père,
emportant dans les flammes la maison de son enfance et ses défunts parents, de son père qui l'ignorait et de sa mère qui l'a abandonné. S'il ne voulait pas l'aimer, alors il méritait la mort. Hélène s'enfuit et finit par se coucher dans l'herbe, totalement abattue par la situation, devenue une victime du destin. Mais le destin peut être joueur. C'était sans compter l'arrivée d'un curieux chat noir venu lui adresser la parole. Il la remercie de lui avoir sauvé la vie en le nourrissant, en lui offrant 2 délicieuses âmes, les âmes de ses parents. Le chat se présente comme un démon se nourrissant d'âmes humaines, mais ne pouvant séparer l'âme du corps, l'intervention d'un humain dans cette tâche lui est nécessaire. Il propose donc à Hélène de l'aider et lui offre en échange une maison. Maman et papa ne m'aimaient pas, alors je les ai... Hélène se réveille dans un endroit qui lui est inconnu, une jolie chambre dans la maison que lui a offert le chat. Il lui révèle avoir fait d'elle sa sorcière, un fait dont Hélène n'avait aucune connaissance, et la complimente sur son visage. Hélène panique et se cache, et alors qu'elle se détourne, elle fait face à un miroir, lui renvoyant un reflet d'elle surprenant, son visage est sain. Plus aucune trace de sa maladie, son apparence est celle d'une jeune fille normale. Elle n'en croit pas ses yeux, pensant rêver, mais le chat la rassure, lui annonçant que sa condition de sorcière lui a donné cette apparence, mais par contre, elle ne pourra plus quitter la maison désormais. Il lui présente ensuite la maison composée des pièces que nous explorons dans le jeu. Il continue en lui disant qu'elle ne manquera jamais de rien ici, et lui présente divers éléments qu'elle ne connaissait pas auparavant, comme du thé ou des roses. Le chef cuisinier, identique à celui du jeu, arrive et sert à la jeune fille un plat pour le moins répugnant, pensant que Hélène apprécierait cela, comme le précédent occupant de la maison. Le chat révèle à Hélène que la maison n'avait pas connu de nouvel habitant depuis très longtemps. La dernière personne ayant vécu ici aimait beaucoup les livres et les fleurs, particulièrement les roses, qu'Hélène apprendra à apprécier très vite, et pour cause, elles sont essentielles à la vie des sorcières, permettant de prendre la vie des humains, leur nombre augmentant dès qu'une personne meurt. Vivre dans la maison permet à la jeune fille d'apprendre à écrire. La bibliothèque, quant à elle, lui sert de source d'informations quasi inépuisables sur le monde extérieur, la faisant voyager tout en lui permettant d'apprendre à lire. Cette maison obtenue grâce aux âmes de ses parents semble être un véritable don. Ces sacrifices permettent de faire gagner en pouvoir à la demeure, pouvant s'agrandir et changer de forme selon l'occupant, ayant une structure totalement anormale, possédant des escaliers menant à rien, des couloirs infinis ou des portes menant directement à l'endroit désiré. Des endroits de son passé sont même présents, comme l'arbre sous lequel elle a enterré le chat noir. Malgré tout, Hélène se sent seule, comme avant. Ne retrouvant pas le chat noir, elle fait l'erreur de questionner les plantes menteuses qui lui indiquent une direction, celle de la prison. L'ambiance y est lugubre, sale, froide. Hélène ressent quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis longtemps, de la peur. Alors qu'elle s'enfonce dans ce couloir obscur, son pied nu heurte quelque chose, un objet qu'elle n'a pas oublié, la pipe de son père. Le regard à peine levé, elle croise directement l'homme qu'elle a tué, pourrissant dans sa cellule. Le choc est tel que la jeune fille s'évanouit. Hélène reprend connaissance dans son lit, croyant qu'il ne s'agissait que d'un mauvais rêve. Le chat noir est présent et explique à Hélène qu'elle doit apprendre à lire entre les lignes et différencier le bien et le mal, et qu'elle doit faire attention aux paroles des autres, déclarant avoir apporté de nouvelles bizarreries étant sujet à tromperie. Hélène doit apprendre à se méfier. Ayant donc retrouvé le démon, elle peut lui faire sa demande, celle d'avoir un ami. Le chat lui donne une réponse très simple, elle n'a qu'à attirer quelqu'un ici. Ne pouvant pas sortir physiquement de la maison, elle doit utiliser ses pouvoirs s'étendant sur toute la forêt entourant la maison. Ainsi, la maison est le cerveau, et la forêt peut être vue comme les bras ou les jambes. Hélène se concentre afin d'utiliser sa magie, ce qui lui est assez désagréable, ayant la sensation de chuter dans le vide, mais très vite elle parvient à utiliser sa vision et détecte un jeune enfant en train de jouer. Elle peut désormais l'attirer dans la maison. La jeune fille est stressée, n'ayant jamais rencontré de personne de son âge. Elle ouvre doucement la porte. Derrière se trouve un jeune garçon. Directement, il la noie de compliments sur sa demeure et son jardin. Hélène lui propose de rentrer pour jouer, ce qui ravit le garçon. Tout ceci était nouveau pour elle. Jouer avec quelqu'un, discuter, sourire, se faire tenir la main. Le garçon venait de plus en plus, tandis que le chat noir se faisait de moins en moins voir. Tout se passait pour le mieux. Hélène lisait pour le garçon, ils mangeaient ensemble et s'amusaient, jusqu'à ce qu'un jour, il proposa à Hélène de sortir. La jeune fille était hésitante, consciente des avertissements du démon, mais la tentation était plus forte. Elle avait enfin un véritable ami, quelqu'un qui tenait à elle, qui ne l'abandonnerait pas, qui tenait vraiment à elle.
Elle fit à peine un pas avant de chuter horriblement. Tandis qu'elle relevait doucement la tête, la vision que vit le jeune garçon fut pour le moins terrible. En place de la jeune fille douce aux cheveux lavants des yeux dorés, se trouvait un monstre à la peau écorchée, en sang, au corps mutilé. Sans même hésiter à aider son ami, le garçon prit ses jambes à son cou et s'enfuit loin de la maison et de la sorcière. Le chat l'avait prévenu. Si elle sortait de la maison, alors son apparence saine laisserait place à sa véritable forme, celle d'une malade. Hélène est frustrée de s'être fait manipuler, de s'être à nouveau fait abandonner, de n'être toujours pas guérie. Mais le chat lui dit alors quelque chose d'important. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'un remède, car les sorcières ne peuvent pas mourir, tu es immortelle. Tandis qu'Hélène reste dans la maison, la progression de sa maladie est stoppée, son apparence reste normale, elle ne peut pas mourir, pouvant vivre pour l'éternité, car étant une sorcière. La nouvelle est terrible pour Hélène, ayant la sensation d'être piégée dans la maison pour toujours, ne pouvant pas même être libérée par la mort. Elle commence à perdre ses esprits, d'autant plus que le chat la pousse à bout, il la pousse au point qu'elle sorte son couteau et tente de le poignarder. Malheureusement, cela n'a pas grand effet sur un démon. Il contre-attaque alors en lui griffant le visage, tout en continuant de lui jeter au visage les vérités sur son triste sort. Elle ne sera jamais aimée, et sera seule pour toujours à cause de sa malédiction. Le démon lui fait alors une proposition, celle de lui apprendre la magie lui permettant de guérir définitivement sa maladie. La véritable essence du diable est le mensonge. Le démon explique à Hélène que, de la même façon qu'elle la nourrit avec l'âme de ses parents, si elle lui rapporte d'autres âmes humaines, il pourra lui apprendre la magie permettant de la guérir de sa maladie. Le lendemain, le jeune garçon réapparut chez Hélène, s'excusant de s'être enfui, expliquant avoir eu peur de son apparence, semblant s'être changé en monstre. Cet adjectif fait fort écho en Hélène. Plus rien ne pourra la faire changer d'avis désormais. Son but en tête, elle mime d'être gentille, mais un malaise est présent. Quelque chose de pesant se trouve dans l'air. La sorcière accompagne le jeune garçon dans une pièce, l'appâtant en lui disant qu'il s'y trouve des sucreries, et ferme la porte derrière elle. La pièce est vide, sale, sombre. Seuls les cris du garçon effrayé résonnent en son sein. Le démon demanda alors à Hélène s'il peut manger le jeune enfant. Oui. La réponse d'Hélène est froide, directe, sans émotion, tout comme les paroles et actes de cet enfant ayant rejeté la jeune fille. Les murs de la pièce se referment brutalement entre eux, compressant et écrasant le garçon. Le bruit est surprenant, et alors que la jeune sorcière rentre dans la pièce, seule une trace de sang est visible, les derniers restes de ce qui était autrefois son premier ami. Le démon se présente à Hélène sous sa vraie forme, rien à voir avec celle d'un chat mignon, une faucheuse se dresse face à elle. Le point de non-retour est atteint, Hélène ne pourra plus jamais s'enfuir, encore faut-il qu'elle le veuille. Elle embrasse totalement son statut de sorcière. Des dizaines d'enfants seront attirés dans sa maison, souvent par un appât comme de la nourriture ou des sucreries, et seront piégés et dévorés par la maison via plusieurs moyens tous plus malsains et brutaux les uns que les autres. Leur misère était leur faiblesse, Hélène l'exploitait sans regret ni remords. Pour elle, leurs âmes n'étaient qu'une monnaie d'échange pour atteindre son objectif, obtenant par moments un élixir permettant de ralentir la progression de sa maladie. Ce produit lui était échangé par un nouveau démon, le corbeau. Les démons n'ayant pas de forme physique doivent prendre possession de corps d'animaux afin de pouvoir se mouvoir dans le monde. Tandis qu'elle fouille dans la bibliothèque, Hélène tombe sur un livre, le livre de magie du chat noir. Il est mentionné diverses magies de manipulation, confusion, vision du cœur, contrôle de corps, etc. Étant donné que pour obtenir l'âme d'un humain, il est seulement nécessaire de briser leur enveloppe charnelle, Hélène se demande pourquoi le chat possède autant de connaissances dans la magie de manipulation. Selon le démon, la douleur, l'agonie et le désespoir qu'un humain ressent lors de son décès donnent un meilleur goût à son âme. Plus il y a de décès, plus il y a de roses, et donc plus le démon, la maison et la sorcière deviennent puissants. Les temps passent, les saisons s'enchaînent, mais Hélène garde le corps de ses 7 ans. En fouillant dans la mémoire d'une de ses victimes, elle se rend compte qu'il était autrefois un enfant ayant grandi pour devenir un homme. Le temps passe à l'extérieur de la maison, mais Hélène est figée. Se rendant compte de la fatalité de son immortalité, Hélène décide de commencer un projet, écrire un journal. Les morts s'enchaînaient dans la maison. Enfants, amoureux, chasseurs, parents et villageois recherchant leurs proches disparus, le panel de victimes de la sorcière grandissait, tout comme sa réputation. Hélène laissait par moments une victime s'échapper, par exemple un seul jumeau séparé de son frère ou de sa sœur, qui allait donc répandre la nouvelle concernant cette maison, cette forêt, le repère de la sorcière. Elle justifie son sadisme en disant ne pas aimer tuer,
voyant cela comme le seul moyen pour survivre, comparant ses actes à celui de tuer un porc pour se nourrir. Le chat fait un commentaire intéressant, demandant à sa sorcière qui elle essaye de convaincre avec ses arguments. La réponse de Hélène est pour le moins glaçante. Elle explique essayer de convaincre la personne lisant ce journal. Nous savons tous de qui il s'agit. Hélène continue de se parler à elle-même, disant apprécier les récompenses de la maison, ainsi que les réactions des corps qu'elle mutile et tue en son sein. Ces pensées font réagir quelqu'un en particulier, quelqu'un qui est heureux de voir que la jeune fille apprécie de voir le sang couler et les âmes agoniser. Le chat noir exprime sa joie par un sourire pervers, laissant sous-entendre qu'il est en capacité d'entendre les pensées de Hélène. Je suis Hélène, mais qui exactement est Hélène ? Le sadisme d'Hélène s'accroît. Désormais, elle ne cache plus apprécier de torturer et ôter la vie à autrui. Son but est toujours d'être aimée, quoi que cela signifie pour elle. Les temps passent toujours autant, la rumeur d'une sorcière occupant le fin fond des bois s'est répandue encore davantage, et les diverses générations d'habitants tentent toujours de comploter contre elle afin de l'éliminer. Mais peu importe leur tentative, ils ne font que de se jeter dans le lit de rose cramoisi, accueillant leur ultime repos. L'élixir que le corbeau vend à Hélène est de plus en plus concentré, lui permettant de remplir une petite fiole qu'elle cache dans une pièce au fond de sa maison, bloquée par une rivière de poison corrosif, empêchant quiconque d'y accéder sans l'autorisation de la sorcière. La maison d'ailleurs a aussi changé, s'étant agrandie et accueillant désormais diverses âmes errantes. Les âmes consommées sont emprisonnées, certaines sont dans le garde-manger, d'autres dans le lieu de leur mort, et d'autres sont emprisonnées au fond du manoir. C'est le cas des parents d'Hélène. Peu importe le nombre de fois où elle rend visite à son père, elle est incapable d'en voir le visage, ne se souvenant pas de l'homme qui l'évitait sans cesse. À côté se trouve une autre cellule d'où se dégage une odeur répugnante, une odeur tendre et sucrée, celle d'une femme l'ayant abandonnée, sa mère. Pour se calmer, Hélène se pose sur le banc de son jardin, buvant un thé contenant son élixir lui permettant de ralentir la progression de sa maladie. Elle commence à se demander ce qui lui arriverait si la magie de la maison venait à s'arrêter ou si elle osait mettre le pied à l'extérieur. La pensée de son corps malade la terrifie, mais sa panique est interrompue par l'arrivée d'invités. En effet, un groupe de villageois tente d'attaquer la maison. Mais leurs efforts sont vains. Que peuvent-ils être face à une sorcière ? Hélène se demande pourquoi ils veulent tant l'éliminer. Car elle a tué des innocents, ce qui fait d'elle quelqu'un de démoniaque. Cela justifie son meurtre, mais elle ne voit pas les choses comme ça. Pour elle, ce sont eux qui sont mauvais, car ils tentent de se mettre en travers de ses désirs. Elle rétorque aussi que s'ils tentent de la tuer, car elle tue, alors eux aussi sont démoniaques. Hélène retourne dans le couloir de la prison, tentant de se souvenir de son père, mais l'odeur de sa pipe et des rires de sa mère l'oppresse. Elle ne peut continuer de venir ainsi et doit chérir ses souvenirs. Alors qu'elle réfléchit, elle commet une erreur, celle de sortir. Un homme brandit alors son épée contre elle et la plante dans le cœur, la blessant certainement et révélant sa véritable forme malade. Hélène souffre, pas que physiquement, mais surtout moralement. Pourquoi elle doit être différente, malade ? Pourquoi personne ne l'aime ? Pourquoi ces gens tentent-ils de briser son rêve et de la rabaisser à son état d'infirme ? Un dernier coup de lame arrête ses complaintes. Mais peu importe les efforts, le résultat est inutile. La sorcière est plus qu'immortelle, elle est invincible. Hélène se réveille une nouvelle fois dans sa chambre, le chat à ses côtés lui annonçant que le soldat est reparti convaincu de l'avoir éliminé. Mais malgré tout, une douleur persiste. En plus de cela, elle transpire. Elle voit cela comme un signe que son corps est en train de se fatiguer, de lentement mourir. Le corps d'une sorcière se régénère toujours, peu importe la blessure. Si je suis vraiment blessé, alors il doit s'agir d'une douleur de l'esprit, n'est-ce pas ? Hélène a ressenti cette attaque comme la dernière. Elle s'est sentie partir, quitter son corps, et si cette sensation avait continué davantage, elle est sûre qu'elle aurait rencontré sa fin. Elle a la sensation que le démon lui aurait menti sur son invincibilité. Une sorcière a seulement besoin de désirer mourir pour mourir. Seul le désespoir peut avoir raison d'une sorcière. Aucune attaque extérieure n'aura raison d'elle, seule une attaque intérieure et autoportée peut l'éliminer. Le démon lui apporte alors une petite fiole contenant l'essence du désespoir. À peine l'ouvre-t-elle qu'elle ressent la faucheuse derrière elle. Cette bouteille est véritablement fatale pour une sorcière, contenant tout ce qu'elle ne peut supporter et endurer. Pour Hélène, il s'agit de l'odeur de sa mère. Le moyen pour elle de mourir est donc sa mère. Cette réalisation a pour effet de directement calmer les idées noires d'Hélène. Savoir qu'elle peut mourir quand elle le désire permet de la calmer. Elle aura toujours un échappatoire.
Mais une nouvelle fois, le démon lui a menti. Désormais, elle le méprise encore plus. Depuis la dernière attaque et la fausse rumeur concernant la mort de la sorcière, la forêt est en paix. Ainsi, les gens s'engouffrent de plus en plus dans la forêt, se faisant à leur tour dévorer par la sorcière. L'estomac de la maison est rempli des différents cadavres dévorés. Elle est immobile, et un peu à la manière d'une plante carnivore, elle attire ses proies qui tombent directement dans sa bouche grande ouverte. Il ne reste plus qu'à tout refermer. Puis soudainement, le chat arrive et dit à Hélène que ça y est, la magie lui appartient, la magie lui permettant de guérir sa maladie. Car en effet, une proie toute particulière vient d'être trouvée. Une jeune fille venue jouer aux alentours de la maison, une jeune fille de 13 ans, mignonne, aux cheveux blonds, Viola. Personne ne doit errer dans les profondeurs de la forêt. Malgré les avertissements de son père, Viola s'aventure de plus en plus loin dans les bois, jusqu'à faire la rencontre d'un petit chat noir, l'invitant à la suivre, et la menant jusqu'à une étrange maison qui lui est inconnue. Pénétrant dans la bâtisse, la jeune fille remarque qu'elle n'est pas abandonnée, et tombera facilement sur une chambre où une fille malade est alitée, semblant dormir. Viola est surprise et fait demi-tour, mais la jeune fille se réveille. Hélène l'interpelle. Elle lui demande si elle a peur de son apparence, et est surprise de la réponse de Viola, qui lui dit avec un air chaleureux que non. Hélène lui raconte qu'elle est malade et que personne à part le docteur ne vient lui rendre visite. Tendant une main vers Viola, elle lui demande si elle veut bien être son amie, ce que la jeune fille accepte naïvement. Les jours s'enchaînent et Viola continue de se rendre en secret chez Hélène. Cette dernière lui a raconté être malade et que ses parents la laissent dans cette maison afin que son état reste stable. Viola la questionne davantage sur ses parents, ce qui fait réagir Hélène négativement, expliquant qu'ils ne vivent plus ensemble. Viola réagit à son tour en lui disant qu'ils doivent sans doute travailler dur pour soigner leur fille, en finançant une demeure aussi imposante et en missionnant un docteur pour s'occuper d'elle. Hélène semblait réagir positivement, mais change rapidement de sujet, complimentant les yeux de Viola, et continue de complimenter son apparence de façon insistante, semblant la désirer. Alors qu'elle s'approche de son visage, Hélène tente de sonder son esprit, de voir qui l'aime. Viola semble de très bonne humeur ces derniers temps, ce qui interpelle son père, qui remarque qu'elle rentre de plus en plus tard. Il s'inquiète que sa fille ne s'aventure trop loin dans la forêt, et malheureusement, c'est la réalité. Viola retrouve à nouveau Hélène, semblant davantage fatiguée. Le simple fait de rester avec elle comble de joie la jeune fille blonde, qui s'assoupit paisiblement aux côtés de son amie. Cette dernière vint alors la couvrir. Directement, Viola réagit car Hélène s'est levée. Elle la prend dans ses bras pour l'aider à se recoucher et sent son odeur, un mélange d'antiseptique et de sang. Alors qu'elle laisse Hélène se reposer, Viola arpente la maison. Mais un sentiment étrange prend possession d'elle. Elle craint que la maladie de son amie soit contagieuse, que l'avoir touchée ne la rende malade à son tour. Évidemment, la jeune fille se sent mal d'imaginer ça, et alors qu'elle se retourne, elle remarque le chat noir, la fixant droit dans les yeux, comme s'il l'écoutait. Un malaise se fait ressentir, et elle a l'impression que son amie a entendu ses pensées. Elle prend alors ses jambes à son cou et part en courant, se sentant coupable de juger son amie. Les jours passent et Viola ne rendit plus visite à Hélène, sa culpabilité étant trop forte. Elle repense alors aux paroles de son amie. « N'es-tu pas effrayée ?» Ces mots la font directement réagir. Elle s'empresse d'aller voir son amie, malgré la forte pluie. Hélène est surprise de la voir au vu du temps, mais est heureuse que son amie soit là. Pour Viola, Hélène n'a que elle. Elle est sa seule amie et ressent le devoir d'être à ses côtés. Le piège se referme. Hélène a touché la bonne corde permettant de faire vibrer sa proie, celle de la gentillesse naïve. L'état de santé d'Hélène semble s'aggraver. Viola s'en inquiète évidemment, culpabilisant, croyant que c'est sa présence qui affaiblit son amie. Sa pitié envers Hélène atteint son apogée, une pensée lui traverse alors l'esprit. Si seulement je pouvais échanger ma place avec Hélène. La main froide d'Hélène s'approche alors de Viola, la remerciant. Elle vient de réaliser son souhait. Elle enchaîne en lui annonçant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. L'annonce de sa mort prochaine agit comme un coup de couteau pour elle. S'ensuit un déluge de révélations de la part de Hélène, expliquant que si ses parents ne lui rendent pas visite, c'est parce qu'ils ne peuvent pas la regarder en face et y assumer son état. Elle dit aussi que sa présence dans cette maison perdue au fond de la forêt n'est pas pour l'aider à guérir, mais pour la cacher aux yeux du monde, la cacher des autres habitants. Tous les habitants sont au courant de sa présence, mais ce sujet est tabou. Rapidement, le cerveau de Viola fuse, se demandant si les avertissements de son père ne sont pas des mensonges pour lui cacher la présence d'Hélène, s'il ne fait pas partie du complot des villageois. Elle doute donc de la personne qui l'aime.
Les deux filles s'enlacent et Viola se dit souhaiter de partager la douleur de son amie. Évidemment, Hélène entend tout. Elle méprise sa pitié, elle qui a tout ce qu'elle désire, qui est aimée et en bonne santé. Elle la déteste. Il est tard dans la nuit quand Viola rentre chez elle. Son père est inquiet du comportement de sa fille, qui rentre de plus en plus tard à la maison. Il tente de savoir où elle va, mais Viola lui ment en disant aller chez une fille dont il n'a jamais entendu parler. Le ton monte, et elle lui révèle par erreur aller chez Hélène. Son père ne semble pas savoir de qui il s'agit. Viola tente alors de savoir s'il cache quelque chose, si le village cache l'existence d'une fille vivant dans la forêt. Cette révélation fait réagir son père, qui est évidemment inquiet que sa fille erre dans la forêt profonde, mais elle se reprend et trouve un mensonge en disant qu'elle n'habite qu'à l'entrée des bois, puis s'en va. Viola culpabilise toujours, avoir menti à son père est une chose compliquée pour elle. Mais le mensonge en vaut la peine, puisque c'est pour Hélène, cette pauvre fille qui tient tant à elle. Le lendemain se lève, la maison est vide, seule une lettre de son père est présente. Viola n'ose pas la lire, ayant peur qu'il s'y trouve des vérités qu'elle ne veut pas connaître. Le temps est agréable, la jeune fille en profite donc pour cueillir quelques fleurs sur son passage pour son amie. Tout est parfait jusqu'à ce qu'un insecte vint se mettre dans son œil, ce qui la dérange. Elle remarque alors le chat noir qui se met à lui parler, se moquant de son amitié envers Hélène et lui révélant qu'elle utilise la magie. Il enchaîne en lui disant qu'elle n'est amie avec Hélène qu'à cause de sa maladie, de son malheur, ce qui lui permet d'avoir pitié, de vouloir l'aider, et de la prendre de haut car la considérant comme plus faible et inférieure. Les mots sont forts et douloureux, tout comme la sensation qu'elle a dans son œil. Le chat continue de psalmodier en disant qu'Hélène va mourir aujourd'hui et qu'il est sûr que Viola en est soulagée. Mais ce n'est pas un problème pour elle, puisqu'elle sait utiliser la magie et qu'elle peut se guérir elle-même via un sortilège permettant d'échanger son corps avec celui de Viola. Viola commence à paniquer. Si ce qu'il dit est vrai et qu'Hélène va échanger son corps avec le sien, alors c'est elle qui mourra aujourd'hui. Elle ne veut pas y croire. Le chat révèle qu'Hélène s'est arraché les yeux et s'est tranché les jambes, afin qu'une fois l'échange de corps réalisé, Viola puisse souffrir et être plongée dans un profond désespoir. C'est beaucoup trop dur à croire pour la pauvre jeune fille. Elle ne peut pas croire que son amie puisse la faire plonger dans une spirale infernale. Le démon enchaîne encore en lui disant d'imaginer Hélène dans son lit, les yeux bandés, la couverture cachant ses jambes mutilées, seule résidant une odeur persistante de fer, de sang. Hélène demandant alors à sa chère amie une simple requête, ultime demande d'une pauvre fille à l'article de la mort. Juste un jour. La simple demande d'emprunter son corps un seul jour afin de se sentir vivante, rien qu'un jour. Comment peut-elle le refuser à son amie ? Peut-être que Viola aurait dû écouter son père lorsqu'il lui disait de ne pas trop s'aventurer dans les bois. Mais désormais, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le sortilège a déjà commencé. Car après tout, comment Viola pourrait discuter avec un démon ? Seule une douleur persiste, une douleur à l'œil. Je vais aimer tout chez toi, tes doigts, ta voix, tes yeux. Je vais chérir chaque partie de ton corps. Je n'ai plus besoin de mes propres yeux, ni de mes jambes. Je serais contente si je pouvais voir à travers tes yeux et marcher avec tes jambes. Alors, donne-les-moi, s'il te plaît. Donne-moi tout ce que tu es. Tout est si silencieux. Ce bourdonnement incessant dans mes oreilles est parti. Ce mot de tête battant mes tempes, parti. Silence total. Il n'y a pas de doute, c'est bien le corps de Viola. Hélène a réussi son plan, son objectif, celui d'être dans un corps en bonne santé, d'être aimée, et qu'importe qu'il s'agisse de son enveloppe charnelle ou non, son but est atteint. Se tenant droit au-dessus de ce qui était son lit et son corps, Hélène rigole devant Viola qui est en pleine agonie. La douleur est si forte que la pauvre fille ne peut parler convenablement. Seules des bribes de mots sortent de sa pauvre gorge, suppliant à l'aide et souffrant de ne plus sentir ses jambes. Dans un élan d'altruisme, Hélène lui apporte un verre avec un produit, lui disant que cela calmera sa douleur. Viola l'avale sans hésiter, mais le regrette très vite. Sa bouche mousse, elle suffoque, la douleur est d'autant plus prononcée. Hélène ne supportait pas d'entendre ses propres cris, elle donna donc cette boisson pour brûler la gorge de son ancien corps. La douleur est infâme pour la pauvre Viola, qui supplie Hélène de lui rendre son corps. Mais Hélène n'en a que faire, au contraire, elle prend plaisir à voir cette fille souffrir et même s'il s'agit de son ancien corps, elle rigole en la voyant se débattre. Même lorsque les bandages à ses yeux tombent, révélant des cavités vides et sombres où se logeaient autrefois ses yeux, Hélène sourit. Elle peut enfin se mouvoir et courir, heureuse de son nouveau corps, elle peut désormais sortir de la maison pour la première fois. Pour la toute première fois de son existence, elle peut mettre librement et sereinement le pied dehors. Elle a enfin un corps méritant d'être chéri. Hélène a directement apprécié Viola, ou plutôt le corps et la vie qu'elle a eu la chance d'avoir.
Ainsi, elle s'est liée d'amitié avec elle, sachant que par sa gentillesse et sa pitié, elle ne pourrait jamais la trahir. Viola l'a sauvée de sa maladie, mais à quel prix? Tandis qu'elle se trouve dans un corps mourant, Viola se remémore des souvenirs qui ne sont pas les siens. Des souvenirs morbides, sanglants, déprimants. Puis des souvenirs plus récents, de quelques heures, voire minutes, durant lesquelles Hélène demande à son ami de lui prêter son corps pour un jour seulement, lui révélant être capable d'utiliser la magie. Viola avait pitié pour son ami, c'est pour ça qu'elle accepta, ne pensant pas que ses paroles auraient des conséquences si graves, croyant seulement aider une fille à l'article de la mort. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Viola était testée au moment où Hélène lui demanda de lui prêter son corps, et elle a échoué. Quand elle la regardait dans les yeux, elle ne la regardait pas elle, mais son corps, un corps qu'elle désirait posséder, un corps pouvant lui offrir une nouvelle vie, un futur où elle serait aimée et en bonne santé. Désormais, Hélène est Viola, une jeune fille blonde de 13 ans, et Viola est Hélène, une sorcière méprisée vivant dans cette maison depuis des siècles. Le seul moyen pour une sorcière de mourir est de sombrer dans le désespoir. Si c'est la vérité, alors je suis morte au moment où elle m'a trahi, le moment où je me suis trahi. Tandis qu'elle sombre dans le désespoir et commence à partir, acceptant que Hélène prenne sa place, une dernière vision fit son apparition, celle de son père. Hélène souhaitait être aimée et aimée en retour, mais cela dégoûte Viola. Hélène ne peut pas aimer son père de cette manière. Cette vision la répugne, elle ne peut pas laisser cela se produire, elle ne peut pas laisser son père à Hélène. Dans un ultime espoir, Viola hurle et utilise ses dernières ressources. Les pièges ayant tué des centaines d'innocents seront désormais retournés contre Hélène, contre la sorcière usurpatrice. Serpents, pics, murs, vides, poisons et anciens serviteurs, tout ce qui était en lien avec Hélène, servira à la punir, à l'emprisonner dans la maison, sa maison, ultime demeure. Ainsi, Viola utilise l'essence de vie des sorcières pour barrer la route à Hélène, via des ronces indestructibles. L'usurpatrice est prise au piège par surprise. Elle se réveille doucement dans l'herbe, les ronces et épines l'entourent. Seul le chat reste à ses côtés pour la guider pour récupérer une fiole permettant de briser les ronces, de briser le pouvoir de la sorcière. Afin de garder ce corps qu'elle désirait tant, elle doit retourner dans la maison, sa maison, remplie avec tant de ses amis. Que peut-il lui arriver? Après tout, c'est sa maison, elle ne peut pas la tuer. Witch's House raconte la quête d'une jeune fille condamnée par le destin, subissant de plein fouet une malédiction pour des actes qu'elle n'a même pas commis elle, mais ses ancêtres. Ainsi, elle est affaiblie physiquement, ne pouvant sortir et devant être couverte de bandages à cause d'éruptions cutanées. Son moral est donc affaibli, mais ce qui l'achève concerne l'attention de ses parents. Sa mère voit sa fille comme un fardeau, sans jamais le verbaliser pour autant, mais en lui faisant comprendre par ses manières. Elle finira par l'abandonner lorsque sa fille sortira pour enterrer le chat noir. Mais pourquoi partir seulement après ce moment-là? Selon moi, la mère voyait sa fille comme sa possession ultime. Elle la contrôlait en contrôlant littéralement sa vie de par les soins qu'elle lui apportait. Même si elle le faisait à contre-cœur, elle avait une raison d'exister et de penser à autre chose qu'à elle-même. Mais finalement, Hélène sort seule sans prévenir personne et sa mère l'attrape sur le fait. Elle voit cela comme une trahison et tous ses efforts lui paraissent inutiles. Elle abandonnera donc sa famille, condamnant sa fille à une mort certaine, afin de faire un trait sur sa vie et en commencer une nouvelle qui ne durera pas longtemps. Le père, quant à lui, ne fait qu'acte de présence. Il n'a qu'un statut de géniteur, n'osant ni regarder, ni parler, ni même ne serait-ce que prononcer un mot en présence de Hélène. Il ne lui prêtera aucune attention, allant même jusqu'à la laisser mourir doucement en ne lui apportant aucun soin lorsque sa femme quittera le domicile. Hélène couvre envers sa mère une colère certaine et une jalousie. Elle lui en veut de posséder tout ce dont elle rêve, une bonne santé et une personne qui l'aime, et ne pas être satisfaite pour autant. Elle veut aussi à son père sa non-présence, son rejet et son abandon. Hélène commettra alors un matricide suivi d'un parricide avant de s'enfuir en laissant sa maison brûler. À bout de souffle et à bout tout court, elle rencontrera le démon, s'étant substanté des âmes de ses parents, qui lui proposera un pacte. Il la guérit de sa maladie, en échange de quoi Hélène continue de lui obtenir des âmes. Les démons sont des créatures possédant des pouvoirs magiques, tirant leur force de la consommation d'âmes humaines. Étant dépourvus d'enveloppe charnelle, ils sont incapables de faire du mal physiquement aux humains, devant s'allier à des personnes qui deviendront des sorciers ou des sorcières. Hélène devient donc une sorcière,
obtenant une maison par la même occasion, endroit d'où elle tirera ses forces. Pour cela, le schéma est le même, elle doit nourrir le démon lié à la maison en tuant des humains. La maison deviendra le théâtre d'horreurs grotesques, tuant par centaines femmes, enfants et hommes, forgeant au fond de la forêt où se trouve sa maison une réputation qui durera des siècles. Et je tiens à faire un aparté quand je parle de siècles. Je ne vous apprends rien en disant qu'un siècle vaut 100 ans, il est donc intéressant de se poser la question de l'âge de Hélène. On sait qu'elle est coincée dans le corps de ses 7 ans, son âge au moment de devenir une sorcière. Elle semble vivre dans un lieu médiéval, et des journaux et livres existent. L'imprimerie étant apparue pour la première fois en Europe au XVe siècle, en 1450 plus précisément, et semblant s'être bien développée dans le jeu, on peut imaginer qu'Hélène est âgée de 7 ans durant les années 1500. On a un début de date, et pour avoir une fin, il suffit de voir comment meurt Viola, à coups de fusil, par 2 coups même. Le fusil de son père semble maniable et tire à répétition. Le premier fusil de ce type n'a vu le jour qu'au milieu du XIXe siècle. Le calcul est simple, 1850 moins 1500 plus 7 pour les 7 ans de Hélène, et on obtient 357. Hélène est donc âgée d'environ 357 ans. Et le manga montre de façon cachée cette durée qui s'écoule, indiquant seulement que les saisons passent, que les générations se succèdent, tout en laissant perdurer Hélène et la réputation de sa maison mortelle. Hélène, de par sa maladie et son état de sorcière, est aussi une victime de la maison. Elle est obligée d'y rester sous peine de perdre son immunité et de mourir, reprenant son statut de mortelle. On peut se demander quel est précisément le lien entre la maison et la sorcière. Pour cela, nous avons plusieurs sources, le manga, le jeu, et une autre, auquel beaucoup ne feront pas attention, mais je la garde pour plus tard. Dans le manga, on apprend que la sorcière obtient ses pouvoirs de la maison et du démon, le démon et la maison étant une entité liée, et que la maison tire ses forces des meurtres et offrandes de la sorcière. Ainsi, il y a un lien d'intérêt entre les deux entités, la sorcière et la maison collaborent. Mais on peut se demander une question particulière. Dans le jeu, est-ce que la maison reconnaît Hélène possédant Viola ? Eh bien, la réponse est oui. Oui, car le chat, le démon, reconnaît Hélène, et ce dès la fin du manga, jusqu'à la fin du jeu, où il mentionne directement Hélène. Mais alors pourquoi la maison est piégée et tente de tuer sa sorcière ? Le pacte d'échange de corps entre Hélène et Viola fait que désormais c'est Viola qui est dans le corps de la sorcière, lui attribuant un reste de magie qu'elle utilise sous la colère, et donc de manière imparfaite. Mais malgré tout, elle échoue constamment à tuer Hélène. Cette affirmation peut surprendre, mais elle est réelle. Hélène apparaîtra même sous sa forme de sorcière via la projection astrale afin de se défendre de la Legless Girl lorsque cette dernière sortira d'un vitrail. Mais son plus grand soutien provient du démon qui aide constamment Hélène. Comment ? Eh bien en lui permettant de remonter le temps via les sauvegardes. Dans The Witch's House, les sauvegardes font partie des pouvoirs magiques. Ce sont des moments sauvegardés qui peuvent être rechargés à la guise des alliés de la sorcière, c'est-à-dire Hélène, évidemment, le démon et le joueur. Le joueur a un rôle direct dans la torture de la pauvre Viola. Bien sûr, un joueur qui ne connaît pas le plot twist final est lui aussi victime. Il se fait aussi tromper. Il existe malgré tout des éléments indiquant que la Viola que nous contrôlons est possédée par la sorcière. Par exemple, dès le début, le chat parle à l'usurpatrice comme s'il la connaissait, ce qui est directement très étrange. Ensuite, la grenouille apprécie directement le personnage. Dans le folklore, les grenouilles sont souvent associées aux sorcières. Sa violence trahit aussi sa propre personnalité, n'hésitant pas à tuer la même grenouille. Un autre passage indiquant sa vraie nature se déroule lorsqu'elle cherche la pipe en jade dans la genre de cave. Lorsque la lumière se coupe et que l'usurpatrice se retrouve dans le noir, en appuyant sur pause, on peut remarquer le visage distordu de Viola. Il s'agit de la sorcière trahissant sa possession. L'obscurité fait peur à Hélène, car dans le noir, elle est totalement seule, ce qui est sa pire crainte. En plus de cela, elle se faisait poursuivre par des statues, et se croyant supérieure à Viola, car après tout, sa propre maison ne peut pas lui faire de mal, elle ne s'attendait pas à se faire piéger par la jeune fille. Elle crut pour la seule et unique fois mourir pour de vrai, laissant par inadvertance son vrai visage apparaître à la vue du joueur. Et c'est à ce moment-là que le joueur peut prendre une décision pour tenter de sauver Viola, en fermant le jeu et en ne jouant plus. Ce n'est pas vraiment fun, c'est sûr, mais en retirant un des 3 acteurs, un des 3 antagonistes, c'est-à-dire Hélène, le démon ou le joueur, le plan de la sorcière échoue. Le joueur a en réalité 2 choix, ne pas contribuer ou tenter de tuer Hélène. Et ça s'appelle une dead end. Si on part sur ce principe, la dead end peut être vue non pas comme un genre de game over, mais une réelle fin, et j'irai même plus loin, comme le genre de fin qu'il manque à The Witch's House, une good ending.
Ainsi, ayant entravé avec succès le chemin de Hélène dans son corps, Viola peut donc le récupérer. Son but est atteint, Viola est victorieuse et peut rentrer chez elle, c'est la bonne fin. Perdre la partie provoque la good ending. Ce serait parfait, n'est-ce pas? Mais seulement, est-ce que le fait d'ôter la vie de Hélène en la tuant physiquement permettra à Viola de récupérer son corps? A-t-elle moyen de soigner un corps ne pouvant accueillir la vie? Et si seulement elle parvenait à immobiliser Hélène, Viola est-elle seulement capable d'annuler le sortilège, d'échanger à nouveau de corps? D'autant plus que pour réaliser ce sort, les deux personnes doivent être consentantes. Or, Hélène, dans le corps de Viola, ne voudra jamais faire machine arrière. Peu importe les actions de Viola, elle a perdu à la seconde où elle a accepté de prêter son corps à Hélène. Elle ne peut plus faire machine arrière, et la seule chose qu'elle peut réaliser, c'est la vengeance. Se venger de la sorcière qui lui a gâché sa vie, qui lui a pris tout ce qu'elle avait de cher. Mais même en parvenant à se venger, elle finira par mourir à son tour. La Dead End est alors la symbolisation d'une vengeance brutale, où personne ne sort gagnant, personne ne sort vivant de la maison de la sorcière. Ainsi, selon le point de vue, le game over peut être vu comme une good ending ou une bad ending. La dernière source indiquant un lien entre la sorcière et la maison peut être surprenante, il s'agit du nom du jeu directement. The Witch's House peut être traduit par la maison de la sorcière, le S apostrophe marquant l'appartenance en anglais. Mais cela peut aussi signifier autre chose, la forme diminutive du verbe être. Ainsi, la forme totale de The Witch's House peut être The Witch is House, la sorcière est la maison. Ce qui est assez logique étant donné que c'est la maison qui transmet à Hélène ses capacités et pouvoirs, la contraignant à rester sous peine de mourir. De plus, à partir du second tome du manga, elle commence à dire je pour parler de la maison, particulièrement lorsqu'elle explique dévorer les gens s'aventurant dans la forêt. Auparavant, elle indiquait que c'était la maison qui les mangeait, mais petit à petit, elle n'a plus fait la distinction. Le sort des deux entités, la maison et la sorcière, est lié. La maison est la sorcière, et la sorcière est la maison. La pauvre Viola est donc condamnée depuis le début, rien ne lui permettra de revenir en arrière. Comme indiqué précédemment, Viola devient la sorcière, ce qui la rend totalement invincible malgré son état. Malgré tout, elle n'est pas complètement liée à la maison, comme expliqué précédemment, mais cela se voit aussi lorsque l'on s'échappe de la maison. En faisant demi-tour, on peut remarquer que la maison est dans un état étrange, semblant malade, comme rejetant la sorcière en son sein, n'étant pas capable de se lier à elle. En plus de cela, Viola n'est pas pour autant insensible à la douleur, et seul le désespoir peut la tuer, fait dont elle est au courant. Et ce savoir fait justement partie du plan de Hélène. Hélène sait que Viola n'est pas totalement une sorcière, car elle n'a pas de démon à ses côtés. Le chat noir est avec elle, mais il reste un démon qui peut représenter un danger, le corbeau. Le corbeau est montré dès le départ comme assez dissident, semblant très indépendant au point de ne pas indiquer s'il possède une sorcière ou non. Évidemment, cela ne plaît pas à Hélène, qu'un démon seul se balade dans sa maison. Il pourrait s'allier à sa victime. C'est pour cela qu'avant d'exécuter son plan, elle l'enferme dans une cage et le jette dans le couloir de la prison. Un des risques est donc mis de côté. Il ne reste maintenant plus qu'à trouver un moyen de laisser le désespoir consumer Viola. Et c'est là que son propre père intervient. Ce sera lui qui lui portera le coup fatal, par 2 fois même. Durant la fin, Viola ne meurt pas des coups de chevrotine, elle ne meurt pas de l'arme, mais du tireur lui-même, de l'homme derrière le fusil, son père. Jusqu'à la fin, elle tentera d'appeler à l'aide, de supplier son père, mais il ne verra rien. Comment peut-on lui reprocher puisque l'enveloppe charnelle de sa fille se trouve juste à côté de lui? Il n'est qu'un homme croyant sauver sa fille, mais lui aussi s'est fait tromper. Viola meurt en réalisant que son père ne la reconnaît pas. Pire, il la prend pour une ennemie et défend l'usurpatrice. Mais même la mort ne lui apportera de repos, car juste derrière, le chat admire le spectacle, puis s'approche doucement du cadavre de la pauvre fille, emportant son âme et la condamnant pour l'éternité. Cette true ending rapporte aussi une information essentielle par un moyen original, via la musique. Il s'agit d'un détail dont je suis passé à côté jusqu'au montage. C'est en mettant une OST dans la vidéo que j'ai remarqué le nom du fichier, Miller House, la maison Miller. Et pour le coup, Miller est un nom de famille, utilisé notamment en Grande-Bretagne, mais aussi dans des régions allemandes telles que l'Alsace ou le Bade. On a supposé que Hélène venait d'Allemagne. Cette information pourrait donc nous indiquer son nom de famille. Elle s'appellerait alors Hélène Miller ou Müller. Une dernière question que je me suis longtemps posée concerne le statut de normalité de la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous contrôlons l'usurpatrice, nous apprenons que la maison n'est pas dans son état normal. En faisant tout le jeu et en récupérant la fiole, il est possible de retourner tout au début du jeu, à l'entrée même de la maison.
Mais la porte est toujours fermée et l'armoire a toujours la mention indiquant qu'elle ne sera accessible qu'une fois que la maison sera normale. Ainsi, il faut accéder à la chambre de Hélène où se terre Viola pour atteindre le journal. Le fait de fermer le journal de la sorcière permet de mettre une fin à son histoire. À ce moment-là, la maison est privée de sorcière, privée de sa source de vie. On peut aussi supposer que la Legless Girl utilise ses derniers pouvoirs pour entraver la fuite de l'usurpatrice en se déplaçant plus rapidement et en altérant les objets et immobiliers de la maison. Mais à ce moment-là, la maison ne fait rien d'elle-même, c'est la magie de la Legless Girl qui est utilisée. L'armoire est maintenant accessible car la maison est normale. L'état de la maison une fois sortie peut donc indiquer le fait qu'elle soit inoccupée, rejetant Viola. Elle n'a donc aucune raison de se trouver ici. Sa forme semble malade, indiquant qu'elle pourrait disparaître peu de temps après, car sa sorcière l'a abandonnée, Hélène est partie. Ainsi, le statut de normalité pourrait indiquer le moment où Hélène, la sorcière, reprend le dessus sur Viola, la Legless Girl, l'ayant davantage frustrée et énervée en évitant chaque piège, en arrêtant le journal, et en évitant de se faire rattraper durant sa fuite. La cruauté d'Hélène semble sans limite, au point que l'on peut se demander si elle ne risque pas de tuer le père de Viola si ce dernier lui refuse quoi que ce soit. Après tout, elle a déjà tué sa mère, et son père, qu'elle aimait tant. Son sadisme va encore plus loin. En effet, Hélène avait révélé son plan via un livre, celui appelé Une histoire drôle. Ce livre raconte l'histoire d'un chasseur et de son chien, ce dernier se faisant tuer par son propre maître. Le déroulement peut métaphoriquement révéler le plan de Hélène. Aller dans la maison, chercher la fiole, rejoindre Viola, la tirer dehors pour affaiblir la magie de la maison, et la laisser se faire tirer dessus par son propre père, la tuant de désespoir. Hélène est sans pitié, n'ayant en visuel que son objectif, et trompera n'importe qui lui permettant d'accéder à son but. Elle va même jusqu'à mutiler totalement son corps, en s'énucléant et en se tranchant les jambes, afin qu'après le changement de corps, Viola soit ralentie, ne voyant rien et ne pouvant bouger ses jambes, chose qu'elle remarquera directement en pleurant de ne pas les sentir. La Legless Girl correspond donc à Viola dans le corps mutilé de Hélène. Il s'agit d'une référence directe au yokai Teke Teke, étant une créature sans jambes, ayant perdu le bas de son corps en tombant sur un chemin de fer, se faisant rouler dessus par un train. La jeune femme hante alors les gares et autres lieux liés au train, rampant son corps en émettant un bruit semblable à un grattement, lui attribuant son nom de Teke Teke, et posant des questions aux individus malheureux croisant son chemin, lui demandant où sont ses jambes. Elle tuera alors sa victime en lui tranchant les jambes, si la réponse donnée ne lui plaît pas. Dans cette légende, Teke Teke est elle aussi une victime perdue, tout comme Viola. Seule la vengeance semble les animer désormais. L'histoire globale de The Witch's House peut être résumée ainsi. Hélène est une jeune fille maudite dès sa naissance à cause des actes de ses ancêtres. Elle est directement une victime du destin. Et le destin la fera souffrir longtemps. La jeune fille se fera abandonner par sa mère et ignorée par son père, jusqu'à finalement assassiner ses parents en voulant à sa génitrice de posséder tout ce qu'elle désire, une personne qu'il aime et une bonne santé, et malgré tout gâcher tout cela en abandonnant son mari. Le père, quant à lui, est une victime collatérale. Il ignore constamment sa fille, attisant sa colère, ce qui provoquera sa mort. Fuyant à son tour sa maison, Hélène rencontrera un chat noir, enveloppe charnelle cachant en son sein un démon. Ce démon la remercie de lui avoir offert des âmes, celles de ses parents, et lui propose un pacte, un moyen de guérir son mal contre des âmes humaines. La jeune fille accepte et, durant des siècles, résidera dans une maison au fin fond des bois, d'où elle attirera des hommes, femmes et enfants, et les tuera de diverses manières sordides, afin de gagner en puissance dans le but d'obtenir une méthode de guérison. Durant ces temps et ces meurtres, sa réputation prendra en ampleur, se faisant attaquer par les villageois à proximité. Mais ces attaques sont vaines, la sorcière est invincible, seul le désespoir lui est fatal. C'est alors qu'un jour la sorcière fit la rencontre d'une jeune fille, Viola. Elle la manipulera, attisant sa pitié, lui retournant le cerveau, afin de lui faire accepter un pacte de permutation de corps. Mais avant cela, Hélène se mutile, se tranchant les jambes et s'arrachant les yeux, afin d'entraver tout espoir de survie à la pauvre fille. Malgré cela, Viola est capable de tirer un peu de magie du corps dans lequel elle se trouve, et motivée par la vision de son père aux côtés de l'usurpatrice, elle bloquera la fuite de la sorcière via un mur de ronces et de roses. La sorcière décide alors de retourner dans la maison afin de récupérer une fiole permettant de détruire les roses. Viola tentera de la piéger et réussira presque par 2 fois, repoussant la sorcière dans ses derniers retranchements. Mais tous ses efforts sont vains.
la sorcière arrive même dans sa chambre pour fermer une bonne fois pour toutes son journal pour stopper l'histoire de la sorcière. Viola, la Legless Girl, devient folle de rage et poursuit l'usurpatrice. Désormais, elle est même prête à tuer son ancien corps s'il le faut. Mais elle fera l'erreur de sortir de la maison, bien que cette dernière ne lui apporte plus de réelle force, l'extérieur est fatal pour le corps dont elle est l'hôte. Hélène la narguera, la frappera et ira ensuite se cacher derrière son père, le père de Viola, ce dernier se faisant à son tour tromper, au point de tirer sur sa propre fille dans le corps mutilé de la sorcière. Comme le disait si bien de façon métaphorique le livre, le chasseur a tué son chien loyal. Ces coups blessent son corps, mais surtout son esprit, la plongeant une bonne fois pour toutes dans un profond désespoir. Son âme quitte le corps, mais le chat se cache derrière, prêt à récupérer une nouvelle âme, la condamnant pour l'éternité. The Witch's House est un jeu incarnant un mal certain. La vengeance, la tromperie et la douleur sont des thèmes présents. Un certain nihilisme s'en dégage, tous les efforts étant vains, le mal s'étant propagé et ayant gagné. En décidant d'appliquer une vengeance totale contre Hélène pour rétribuer Viola, le joueur ne gagnera rien. Pas de dénouement positif, pas de récompense, rien. Juste un game over, la mort pure et simple. La seule façon d'obtenir une fin gratifiante est d'accepter de se faire tromper, de se faire manipuler, et d'aider Hélène à s'échapper vivante de la maison en humiliant toujours plus la pauvre Viola, qui en plus d'être à l'agonie, voit tous ses efforts se faire écraser. Ainsi, le joueur peut obtenir une certaine satisfaction en assouvissant sa curiosité morbide, en cherchant et admirant chaque méthode d'exécution de Hélène. Viola mourra dans tous les cas, mais Hélène succombera aussi. À l'inverse que elle sera totalement oubliée, n'étant aimée de personne. Soit Hélène gagne, soit Viola l'entraîne dans sa chute. Dans tous les cas, le mal est fait. Rien ne pourra rétablir les choses, désormais. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et surtout à la partager. C'est important pour faire découvrir la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.